Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne-Sophie Novelle, je suis journaliste et avec Denis Chessou, pendant ces 3 jours, nous allons animer les plénières des Assises nationales de l'énergie. Donc sans transition, vu que M. Jean Jouzel est déjà monté sur scène, nous allons aborder, pour commencer sur ce grand et difficile sujet, à faire un point sur les conclusions du 5e rapport du GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Jean Jouzel est climatologue, mais je crois que c'est même plus la peine de le dire. Oui. Et donc je vous laisse commencer par vous asseoir. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tous et à toutes. C'est impressionnant, il y a vraiment beaucoup de monde. Effectivement, je vais vous parler plus de climat, comme l'a dit Anne-Sophie, mais c'est pas par un manque d'intérêt pour l'énergie. Hein. Je m'intéresse pas mal aux aspects énergétiques et surtout à ce lien entre énergie et climat qui est effectivement au cœur de nos préoccupations. Je me suis intéressé, par exemple, en étant co-rapporteur de la loi sur la transition énergétique au titre du Conseil économique, social et environnemental, où nous avons d'ailleurs fait aussi un rapport sur la transition énergétique. Donc, mais on va parler climat, Anne-Sophie, hein, c'est ce qu'on s'est promis de faire. Alors, le premier point, ce sont les conclusions du rapport du GIEC. Alors, j'attends. La présentation devrait arriver bientôt. C'est à moi de le faire, non? En régie, je pense qu'ils doivent l'avoir, mais... Donc... Excusez-nous. Personne ne me fait signe. En fait, on a quelques... Voilà, je vais présenter quelques slides. Est-ce que la régie m'entend? Est-ce qu'on pourrait avoir le retour de présentation, s'il vous plaît? Non, rien. Bon, on peut peut-être commencer. Oui. On va commencer donc, comme ça par les grands points clés. Ne vous inquiétez pas, les points clés d'abord de ce rapport du GIEC, effectivement, ce sont ce fait que nous sommes, par nos activités, en train de modifier la composition de l'atmosphère, en particulier en ce qu'on appelle en gaz à effet de serre. Donc, attends. Ça s'affiche pas encore, mais ça va pas tarder. Oui. Comment ça marche? Oui, mais attends, comment j'avance moi là? Donc, des choses qui vous sont connues pour la plupart d'entre vous. Donc, la combustion, par exemple, il y a 40% de gaz carbonique en plus qu'il y a 200 ans, multiplié par 2,5 pour les quantités de méthane, plus 20% pour les quantités de protoxyde d'azote. Alors ces gaz, ces composés à effet de serre, simplement leur propriété, c'est de piéger une partie du rayonnement réfléchi à la surface de la planète. Et en fait, si on augmente la quantité de ces gaz dans l'atmosphère, on augmente la quantité de chaleur disponible, en gros, pour notre système climatique, atmosphère, océan, cryosphère. Simplement, on sait de façon très claire comment nous modifions la composition de l'atmosphère. En particulier, combustibles fossiles sont pour une large partie de l'augmentation de l'effet de serre, pratiquement les 3/4. Le méthane, c'est plus à travers la décomposition de matières organiques en l'absence d'oxygène, un rizière, décharge ruminant, protoxyde d'azote, aussi les pratiques agricoles, engrais, fumier. Alors, un chiffre qu'on peut retenir, c'est qu'on a, à travers ces activités, augmenté, disons, à peu près un peu plus de 1%, la quantité de chaleur disponible pour le système climatique. En fait, dans cette chaleur supplémentaire, l'essentiel va dans l'océan, 93%. Et puis, on a un peu, disons, la pollution au sens trivial du terme, contrecarre une partie de ce réchauffement climatique. Et on a vraiment à peu près plus de 2 watts par mètre carré supplémentaires par rapport à 240, c'est-à-dire à peu près 1% d'énergie supplémentaire dans le système climatique. Et évidemment, si on ajoute, disons si on chauffe, eh bien, la réaction normale d'un système, c'est que sa température augmente. Alors pourquoi? Eh bien, les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles, vous voyez, n'ont pas arrêté d'augmenter. Ce sont les 40 dernières années. Vous avez, disons, tous ces gaz à effet de serre, CO2, méthane et leur augmentation au cours des 40 dernières années. Ce qui est le plus marquant et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, je pense, ce sont ces augmentations des émissions de gaz carbonique, disons, qui sont largement liées au gaz à effet de serre. 10 milliards de tonnes de carbone émises sous forme de gaz carbonique en 2014, à peu près 10 milliards
disons 90% liés aux combustibles fossiles, une partie liée aussi à la déforestation et quelques pourcents à la fabrication du ciment. C'est très bien documenté. Alors en face, évidemment, cette augmentation du chauffage, eh bien, la question qu'on se pose, est-ce que le climat se réchauffe de façon, nous le disons, le réchauffement est non seulement sans équivoque, mais sans précédent à l'échelle de, disons, de quelques siècles, quelques millénaires. Vous voyez, chacune des dernières décennies a été plus chaude que les précédentes. Et puis on a surtout beaucoup d'autres indicateurs de ce réchauffement climatique. C'est vrai que pour moi, l'indicateur le plus clair, c'est l'élévation du niveau de la mer, 3 mm chaque année, un tiers à peu près dû aux glaciers tempérés, les Alpes, l'Himalaya, les Andes, les Rocheuses, un tiers dû assez récemment aux calottes glaciaires, Groenland et Antarctique de l'Ouest en particulier, et puis la dernière partie liée à la dilatation de l'océan. Quand vous regardez ces trois phénomènes qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer, eh bien, chacun d'entre eux résulte lui-même du réchauffement climatique. Donc l'élévation du niveau de la mer, au-delà d'être un problème, est un indicateur très clair du réchauffement climatique avec un seul chiffre, 3 mm par an. Et donc voilà, des diminutions de la banquise divisée par 2 depuis sa surface minimum depuis une centaine d'années, diminution des surfaces enneigées. Tous les indicateurs sont là pour vous dire que le réchauffement climatique est sans équivoque. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop les chiffres ni les thermomètres, on peut regarder autour de soi. Moi, je pense qu'un des résultats que j'aime bien montrer du dernier rapport du GIEC, c'est que, disons, la nature autour de nous se comporte comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. Alors, quand on voit les petits poissons, là, c'est plutôt l'acidification de l'océan qui leur pose problème, mais aussi le réchauffement de l'océan. Les espèces se déplacent. Vous voyez, au sud de l'Angleterre, ce sont des inondations. Donc les petits cristaux de neige, ce sont vraiment les glaciers et nos massifs montagneux qui sont modifiés, la saison d'enneigement. Il y a aussi des feux de forêt à répétition supplémentaires, les écosystèmes qui sont touchés déjà dans le Grand Nord. Donc vous voyez, la nature réagit vraiment au réchauffement climatique. Alors ça, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai, je ne le commenterai pas plus, pour l'ensemble du pays. Où que vous soyez, vous avez des indices autour de vous du changement climatique. Donc ce changement climatique pour le moment est perceptible, il n'est pas dangereux. Le problème du réchauffement climatique, c'est le futur. Alors d'abord une première question. Oula, comment je reviens ? Donc d'abord une première question, est-ce que, bien sûr, c'est pas parce que le chauffage augmente et que la température augmente qu'on a établi une relation de cause à effet. Cette relation de cause à effet, elle est établie en comparant ce qui est fait ici, disons ce qui vient des causes naturelles du changement climatique, en particulier l'activité solaire à gauche, et puis ce qui vient si on tient compte à la fois des causes naturelles et de ce qui est lié aux activités humaines. Donc vous voyez que si on ne tient pas compte des activités humaines, à gauche, si on ne tient compte que des causes naturelles, on n'explique pas le réchauffement des 50 dernières années, qui, à l'inverse, est expliqué si on tient compte à la fois des forçages naturels et de ce qui est lié aux activités humaines. Donc, nous concluons qu'en fait, qu'une large part du réchauffement des 50 dernières années est déjà liée aux activités humaines. Alors, nous allons plus loin dans ce rapport en attribuant vraiment, en fait, vous voyez, la partie anthropique, c'est, disons, le réchauffement des 50 dernières années, c'est 2 tiers de degré. Il peut être entièrement attribué aux conséquences, disons, aux conséquences de nos activités. Les gaz à effet de serre, c'est près de 1 degré. Il y a une partie qui est, disons, un refroidissement, enfin disons une contribution à un refroidissement des aérosols, AA, mais donc, par contre, les causes naturelles, elles ne peuvent jouer que pour 1/10 de degré. Donc c'est très clair que, disons, le réchauffement climatique que nous vivons actuellement est de façon quasi certaine, on dit à plus de 95% déjà lié aux activités humaines. Alors si on se tourne vers le futur, disons, on a un peu simplifié dans le dernier rapport du GIEC avec un scénario émetteur. Le scénario émetteur, c'est si on ne fait rien si on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ce scénario émetteur, il nous emmène à la fin du siècle vers des réchauffements climatiques de l'ordre de 4 degrés. Et dont vous voyez qu'il se poursuivra par la suite. C'est ça qui est important. Ce réchauffement climatique moyen de l'ordre de 4 degrés, donc à gauche, le scénario émetteur en moyenne, eh bien c'est plutôt 6-7 degrés si on continue sur ce scénario à la fin du siècle prochain. Et
Et vous voyez sur la droite, je ne vais pas détailler tous les impacts, je vais en montrer quelques-uns. Ce sont 5 catégories d'impact, événements extrêmes, disons les problèmes de biodiversité, de ressources en eau, de santé, d'événements irréversibles. Je ne vais pas trop les détailler, mais ce que montre ce graphique, c'est si vous allez vers 4 degrés, eh bien, tous les indicateurs, tous les voyants sont au rouge, c'est-à-dire des effets importants, très importants, ou très élevés. À l'inverse, si vous réussissez, si on réussit à se diriger collectivement vers un scénario sobre, alors en particulier sobre en émissions de gaz carbonique, eh bien, disons les effets, alors le réchauffement est inéluctable, on aura beaucoup de mal à le limiter à 2 degrés, ça c'est très clair par rapport au pré-industriel, mais on comprend que si on le fait, on comprend l'intérêt de le faire, c'est-à-dire que en pratique, eh bien, on voit bien la capacité d'adaptation, à part les récifs coralliens à gauche qui sont déjà touchés pour un réchauffement de 1 degré à cause de l'acidification de l'océan, eh bien, ces scénarios sobres, en tout cas, nous laissent entrevoir des possibilités d'adaptation. Alors, je ne parle plus des générations futures, puisqu'à la fin du siècle, ce sont plutôt les enfants qui sont dans le cours d'école qui seront déjà là. Disons, une capacité d'adaptation si on réussissait à rester à dessous de 2 degrés à long terme. Donc, voilà, des conséquences. L'élévation du niveau de la mer, on parle de 50, 80 cm à la fin du siècle, peut-être près de 1 mètre en cas du scénario... disons, du scénario émetteur, qui se poursuivra par la suite. C'est ça qui est très important. Dans tous les cas, on n'échappera pas à 30, 40, 50 cm supplémentaires d'élévation du niveau de la mer. À long terme, si le réchauffement était maintenu pendant, alors on parle de millénaires dans ces cas-là, il y a un risque de disparition de la calotte du Groenland, et ça peut contribuer jusqu'à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Deux autres conséquences que j'essaie d'illustrer. La première, c'est la perte de biodiversité. Si vous comparez, là, ce sont des espèces, je ne vais pas aller trop dans les détails, différentes espèces, plantes ou, disons, flore ou faune, et leur capacité de déplacement. Alors, certaines espèces peuvent se déplacer assez rapidement, trouver d'autres endroits pour vivre. On voit des insectes ou bien, disons, certains mammifères. À l'inverse, d'autres espèces ne peuvent pas se déplacer rapidement. Et la vitesse de déplacement du climat, par exemple en cas de scénario émetteur, c'est le trait rouge, eh bien, est largement supérieure à la capacité de déplacement de beaucoup de ces espèces, qui, donc si on ne les aide pas à se déplacer, eh bien, simplement risquent d'être très affectées par le réchauffement climatique. Donc c'est un message très clair sur la perte de biodiversité en fonction du réchauffement climatique. Un autre point, je ne veux pas être trop long, c'est plus sur les rendements agricoles. Alors disons qu'au niveau de cette planète, on a 4 grandes cultures vivrières, blé, riz, maïs, soja. Alors on imagine bien qu'en cas de réchauffement climatique, il va y avoir des régions, par exemple, je sais pas, une partie de la Sibérie, donc qui vont devenir, disons, plus productrices. Alors on se dit, il y a des gagnants et des perdants. Alors les gagnants, ce sont les zones bleues, les perdants, ce sont les zones plutôt jaunes et marron, donc quand elles sont de plus en plus intenses, c'est de plus en plus important. Effectivement, sur les 10-20 prochaines années, eh bien, les gagnants vont être à peu près équilibrés par rapport aux perdants, les régions. Par contre, quand vous voyez que le réchauffement climatique se met en place à la fin du siècle, eh bien, c'est très clair que le réchauffement climatique va conduire à une diminution de la productivité agricole des principales cultures vivrières. C'est largement les effets négatifs qui prévalent à la fin du siècle à droite par rapport aux effets positifs, les quelques régions qui restent gagnantes. Alors justement, on est en Aquitaine, je crois dans une des régions qui est la plus touchée par le réchauffement climatique. Je crois que c'est votre collègue Hervé Le Treut qui a fait tout un rapport sur la région Aquitaine. Et vous avez, remis un rapport il y a quelques mois à la ministre Ségolène Royal sur le rapport sur le climat de la France au XXIe siècle. Et ça serait bien qu'on passe un petit peu de temps sur ces conséquences. Oui, donc les conséquences pour la France. D'abord, c'est vrai que je suis sûr que certains d'entre vous ont participé à l'action d'Hervé Le Treut, au travail d'Hervé Le Treut. C'était vraiment un très beau travail qu'il faudrait, c'était une recommandation dans un rapport sur l'adaptation au réchauffement climatique, qu'il faudrait renouveler dans beaucoup de régions françaises. C'est-à-dire regarder au niveau régional quelles sont les conséquences du réchauffement climatique. Alors là, nous avons donc effectivement remis à Ségolène Royal, chaque année, nous lui remettons un rapport sur l'état de la France. Alors, il ne vous a pas échappé quand même que, c'est un peu anecdotique, mais 2014 a été l'année record en France, plus de 1/10 de degré, à peu près 1/10 de degré plus chaude que l'année record précédente 2011. Vous voyez, toutes les années récentes sont chaudes. Et si on regarde vers le futur, eh bien on a regardé, mais de façon plus détaillée. Alors ce sont surtout nos collègues de Météo France et ceux de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Moi, je n'ai fait que coordonner ce rapport. Eh bien, disons, des modélisations. Par exemple, si on regarde à la fin du siècle, en fait,
disons, les deux cartes, donc plus c'est rouge, plus les réchauffements sont élevés, jusqu'à, vous voyez, 5 degrés, montrent aussi que les deux modèles, disons, il y a aussi des différences entre les deux modèles et donc des incertitudes qui ont tendance à s'accroître lorsqu'on regarde à petite échelle. Il faut plus on va regarder le caractère régional du changement climatique, plus on a quand même d'incertitudes. Mais là, ce qu'il ressort, eh bien, ce sont pour les étés, nous aurions à la fin du siècle, dans le cas du scénario émetteur, des étés de 4-5 degrés plus chauds en moyenne qu'un été moyen du XXe siècle, avec, disons, un gradient du nord-est vers le sud-est. Comme des canicules, en fait, qu'on a. Oui, alors là, voilà, les vagues de chaleur, des canicules, de plus en plus, ça met, bon, que les canicules en bas deviendraient extrêmement importantes à la fin du siècle, donc des canicules qui pourraient durer une vingtaine de jours, alors qu'il n'y a que 3 ou 4 jours chaque année actuellement, donc des canicules. C'est bien de regarder les valeurs moyennes, mais c'est encore mieux de regarder été après été. Si on regarde été après été, eh bien dans le scénario émetteur, le scénario rouge, à la fin du siècle, les étés les plus chauds, ça c'est pour l'Île-de-France, mais on peut faire la même carte pour, disons, pour la région Aquitaine, eh bien on pourrait avoir des étés caniculaires, disons, qui pourraient être 7 à 8 degrés plus chauds qu'un été moyen du XXe siècle. C'est énorme, alors que quand on regarde 2003, qui nous a laissé quand même le souvenir d'un été caniculaire, ce n'était que 3 degrés plus chaud qu'un été du XXe siècle. Donc pratiquement tous les étés seraient, en tout cas dans les 30 dernières années, dans ce cas-là, chauds ou plus chauds, voire beaucoup plus chauds que 2003. À l'inverse, le scénario vert, quand on fait, disons, une politique au niveau mondial de lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, il n'y aurait que très peu d'étés plus chauds que 2003. On voit à travers cette séquence an par an, disons, le problème qui se pose dans les grandes métropoles, qui deviendront difficiles à vivre, qui deviendraient, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas, des précipitations estivales moins importantes, donc des sécheresses à répétition, en particulier sur le pourtour méditerranéen, comme on n'en a probablement jamais connu, des problèmes de ressources en eau supplémentaires. Il y a des choses qui, par exemple, des risques de feux de forêt aussi supplémentaires, de plus en plus importants. Simplement, vous voyez à droite, ce sont les régions où les risques de feux de forêt augmentent. Eh bien, par exemple, pratiquement le centre et l'ouest de la France seraient touchés par ces risques de feux de forêt dès 2050, alors que ces régions ne le sont très peu ou pratiquement pas actuellement. C'est limité plutôt au pourtour méditerranéen. Voilà. Donc que faire maintenant? Que faire? Ça, donc on va essayer. Déjà l'introduction, il y a une très belle introduction par, disons, nos 3 intervenants, Alain Juppé, le maire de Dunkerque. Bon, on sait très bien ce qu'il faut faire. D'abord, c'est bien parce que les décideurs politiques, il y en a beaucoup ici, ont emboîté le pas très rapidement. C'est la Convention climat 92, premier rapport du GIEC 90. 2 ans après, il y a la Convention climat. C'est à Rio, avec disons, des objectifs de bon sens, c'est-à-dire stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. Ça, c'est du bon sens, avec des qualificatifs tout à fait raisonnables également. Et 3 conférences très importantes disons en tout cas celle de 97, Kyoto, un premier protocole sur la période 2008-2012, qui a eu son intérêt, même s'il n'a pas fonctionné complètement, en particulier parce que les États-Unis ne l'ont pas adopté, ne l'ont pas mis en œuvre. Ensuite, on arrive à Copenhague en 2009. Pourquoi Copenhague est-elle importante? C'est parce qu'à Copenhague, on espérait mettre en place un accord ambitieux sur la période 2013-2020. Alors, il y a bien un accord sur la période 2013-2020, mais il n'y a aucune ambition, puisque en pratique, il n'y a que l'Europe qui s'est impliquée avec son objectif 3 x 20. Et pourquoi Paris sera-t-elle importante? Devrait-elle être une conférence également symbolique au même titre? Eh bien, c'est qu'il n'y a plus rien après 2020. Et si on veut avoir un accord qui fonctionne, disons qu'il soit en place pour l'après 2020, il faut s'y mettre maintenant. Tout le monde pense qu'il doit être, en tout cas, ficelé en 2015. Alors, quand on parle d'échec de Copenhague, je parle de semi-échec de Copenhague parce qu'il y a quand même quelque chose à Copenhague. On est passé d'un objectif qualitatif, la Convention climat telle qu'elle était définie à Rio, il faut stabiliser, mais il n'y avait pas d'objectif, un objectif chiffré. Donc ce sont ces 2 degrés. 2 degrés en moyenne par rapport au climat pré-industriel. On a déjà pris 6 ou 7 dixièmes de degré. Donc il ne nous reste plus qu'un peu plus de 1 degré par rapport au climat actuel. Alors comment par rapport au climat actuel, de l'ordre d'1,5 degré?
Alors le rapport du GIEC nous dit quelque chose de très clair, c'est que si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut, alors une condition nécessaire mais non suffisante est de limiter les émissions de gaz carbonique, comme celles-ci sont liées à 90% aux combustibles fossiles. Donc voilà, en gros, il faut, de façon assez simple, que nous émettons actuellement 10 milliards de tonnes de carbone. Nous n'avons plus le droit qu'à 250 milliards de tonnes de carbone, disons, à émettre dans le futur, si on veut ne pas dépasser 2 degrés. Ces 250 milliards de tonnes de carbone, ça correspond à 25 ans d'émissions au rythme actuel. C'est un premier chiffre qu'on peut avoir en tête. Un second point qui est très important, qui montre l'ampleur de cette transition, c'est que quand on regarde des réserves de combustibles fossiles actuellement, c'est plutôt de l'ordre de 1500, quand on tient compte des combustibles conventionnels et non conventionnels. Ça veut dire que si on veut réussir à rester en dessous de 2 degrés, il faut laisser à peu près 80% des réserves de combustibles fossiles. Quand on parle de réserves, c'est ce qui est facilement accessible aux conditions actuelles. C'est-à-dire qu'il faut laisser 80% de ce qui est facilement accessible dans nos sous-sols. C'est très clair. Ça, on ne peut pas, si on va au-delà, c'est clair qu'on dépassera les 2 degrés. Et puis, évidemment, ce n'est pas ce qu'on fera. On ne va pas faire 25 ans au rythme actuel puis 0. Les économistes nous disent qu'il faudrait diviser par 2, voire par 3, ce qui est à peu près équivalent à horizon 2050 les émissions, puis disons que ça continue pratiquement pour aller à 0 carbone à la fin du siècle. Donc c'est très ambitieux, mais on le dit depuis, disons, maintenant 25 ans, il fallait agir tout de suite. Et c'est vrai qu'il faut toujours agir tout de suite. Et pour que la conférence de Paris réussisse, il faut non seulement cet accord ambitieux après 2020, mais il faut agir tout de suite. C'est-à-dire que si on ne fait rien sur la période 2015-2020 pour infléchir les trajectoires des émissions de gaz carbonique, eh bien nous irons de façon quasiment inéluctable à la fin du siècle ou un peu au-delà, plutôt vers 3 degrés. Donc, disons, la réussite de l'objectif de degrés passe par des actions rapides et, disons, il faut diminuer de 15 à 20, infléchir de 15 à 20% le rythme d'émission. Donc, on est loin du compte, c'est ça la difficulté. Une autre difficulté, c'est mon dernier transparent, Sophie, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'un des objectifs, c'est effectivement, vous voyez, donc, ce sont ici les émissions de gaz carbonique, 40% entre la Chine et les États-Unis, la moitié si on ajoute l'Europe. Donc ces 3 blocs, enfin disons la Chine, les États-Unis ont déjà fait état d'engagement qui ne sont pas assez ambitieux par rapport à l'objectif de degrés. L'Europe est plus sur moins 40% en horizon 2030, ce qui est peut-être un peu le plus ambitieux. Par exemple, vous voyez que l'Inde, c'est très difficile actuellement, disons, reste très accroché au charbon. Donc c'est pour ceci... Ce graphe est simplement pour vous dire que le succès de Paris passe par, disons, il y a aussi les 40% qui restent, passe par, disons, un accord qui implique tous les pays de la planète et de façon très ambitieuse. Pour le moment, on est loin du compte par rapport à l'objectif de degrés. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup Jean Josel. Vous pouvez l'applaudir. on va, en fait... On a du temps, c'est bien. Je vais pouvoir vous passer le micro si vous avez des questions. Moi, j'en ai une pour commencer. En fait, c'est quand on vous écoute, on est face à un constat qui n'a jamais été aussi alarmiste. On se rend bien compte que c'est difficile d'arriver à un accord avec autant de monde. Il est difficile de faire passer ce message. Et vous, en tant que climatologue, est-ce que vous êtes confiant vis-à-vis de ce qui va se passer en fin d'année, mais aussi, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à tous ces acteurs qui essayent au quotidien aussi d'agir dans le sens d'une transition? Donc 2 choses. Le message est alarmiste, mais quand vous regardez le premier rapport du GIEC, c'est à peu près le même message. C'est-à-dire qu'on l'a précisé, on a vraiment, je pense qu'on connaît beaucoup plus sur le fonctionnement du climat. Mais dès le premier rapport, nous disions que si nous continuions sur les trajectoires sur lesquelles nous étions, nous irions vers on parlait d'un doublement des quantités de gaz carbonique à horizon 2050, enfin la deuxième partie du XXIe siècle. On en est malheureusement toujours là, et de réchauffement qui serait de quelques degrés. Dès au départ, on avait dit qu'il fallait agir tout de suite si on voulait éviter ça. Le tout de suite des années 90 aurait été beaucoup plus facile que le tout de suite d'aujourd'hui. Parce que là, tout de suite, c'est vraiment 2015-2020, on est loin du compte. Alors, disons, les notes d'optimisme, quand on regarde la loi sur la transition énergétique en France, il y a cet objectif de division par 4 dont on comprend bien qu'elle s'intègre, disons, dans cet objectif de division par 2, voire par 3 à l'échelle planétaire, parce qu'évidemment, on ne peut pas demander à tous les pays d'aller au même rythme. Mais je crois que des pays comme la France, si on atteignait si on respectait cet objectif facteur 4,
en tout cas, ça contribuerait. On voit bien, et je pense que globalement, disons, ce que l'on fait en France, alors, bon, c'est vrai que l'énergie, on parle d'énergie aujourd'hui, mais l'énergie, alors il ne faut pas oublier disons, les pratiques agricoles, les 25% ou les 20% qui rentrent, ça dépend des pays et qui sont hors combustibles fossiles. 20-25%, ça peut être 30% dans certains pays, il ne faut pas les oublier, mais je le redis, une condition nécessaire pour gagner pour respecter ces 2 degrés, c'est de jouer sur l'énergie. Eh bien, c'est le développement des renouvelables. Bon, la première, c'est l'intensité énergétique. Il ne faut pas oublier, c'est le premier volet. Évidemment, le développement des renouvelables. Il faut admettre qu'en les scénarios du GIEC, il y a très peu de scénarios qui réussissent. Alors, pour les renouvelables, il y a quand même eu un rapport sur les renouvelables qui montre de façon que si les investissements étaient dirigés de façon, disons, intelligente, je dirais, eh bien, disons, on pourrait, à horizon 2050, fournir la moitié de notre énergie, électricité, chaleur, mobilité, à partir du renouvelable. Et les autres volets, évidemment, le GIEC évoque aussi le nucléaire, en tout cas pour les pays qui l'acceptent, mais aussi le piégeage et le stockage du gaz carbonique. Mais au cœur de la transition, c'est vraiment efficacité énergétique et renouvelable, c'est très clair. D'abord réduire et après trouver des solutions. Alors je vois qu'il y a une main levée au fond, donc on va vous apporter le micro. N'hésitez pas à vous présenter. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-Cyr Réjol et je parle au nom de l'association TACA, Agir pour le climat. Et le rapport qui nous est présenté, il n'est pas alarmiste, il est simplement alarmant. Et ce que je voudrais rajouter, c'est, parce que la présentation était très intéressante, c'est qu'il faut qu'on trouve une façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il faut donc comprendre d'où viennent ces émissions, qui les contrôle. En fait, je pense qu'il faut comprendre que ce sont nous, les consommateurs, qui contrôlons ces émissions. Et d'ailleurs, le mot consommateur, on parle de consumérisme. Consumer, ça veut dire brûler. Et c'est bien ça qui produit le CO2. Et pour faire changer le comportement des consommateurs, il faut mettre un prix sur les pollutions. C'est la façon la plus efficace. Donc le changement de comportement, il doit être initié, financé et incité par un signal prix carbone. Je voudrais avoir la position de M. Jouzel et des autres participants sur cette proposition. En tout cas, ma position elle est assez claire. Donc j'étais, disons, co-responsable avec Nicolas Stern du thème Grenelle de l'environnement, disons, énergie-climat, le thème numéro 1, dans lequel a été proposé l'écotaxe. Donc c'est de cette partie du Grenelle qu'est née l'écotaxe. Alors je suis breton, je dis toujours, même en Bretagne, que je suis favorable à l'écotaxe. Bien sûr, si on ne donne pas de prix au carbone, c'est très clair, on n'arrivera pas. C'est un des leviers les plus efficaces de la lutte contre le réchauffement climatique. J'en suis en tout cas convaincu. On m'a dit quelque chose aussi, que j'ai réalisé très récemment, que les émissions des pays sont calculées sur, bien entendu, la production qui est faite dans les pays, mais qu'on oublie souvent de calculer les effets de la production de nos produits en Chine, en Inde, qui deviennent des pays les plus émetteurs et qui sont issus aussi de ce qu'on... Ça donne une autre carte, effectivement, mais quand même pas totalement différente. La Chine reste, même si on parle, même si on ne garde que ces... disons, ces émissions, je dirais, domestiques qu'ils utilisent vraiment. Il faut se rendre compte que la Chine, il y a beaucoup de monde, mais actuellement, par tête d'habitants, ils sont à peu près au niveau d'un Européen. C'est quand même... Donc effectivement, mais c'est quand même important, le fait que la... Oui, j'ai vu le fait que la France ait respecté disons, en tout cas ses engagements est aussi lié en partie à la désindustrialisation, c'est quand même assez clair. Et c'est vrai que ça pose d'autres problèmes. Donc il faudra réussir effectivement à diminuer ces émissions sans diminuer l'activité elle-même. Question de solidarité. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? La salle est grande. Alors, il y en a une là-bas et deux là-bas. On voit mal, excusez-nous. Mais... on a le temps pour que vous les posiez les unes. Anne-Sophie, c'est vous, moi j'ai pas l'heure. On a le temps, c'est je vous laisse faire. C'est bien, j'aime bien quand il y a du temps. Oui, bonjour. Allez-y, merci. Présentez-vous. Bonjour, donc François Sivardière de l'Agence locale de l'énergie du climat de Grenoble. Je voulais revenir avec vous sur l'impact du méthane, parce que j'ai lu rapidement malheureusement, mais certains écrits qui auraient tendance à laisser penser qu'en agissant maintenant tout de suite sur le méthane,
on peut limiter l'augmentation des émissions de gaz, enfin l'effet de bouclier radiatif plus vite qu'en agissant sur le CO2. Oui, donc c'est tout à fait exact, puisque, disons, une molécule de méthane est beaucoup plus efficace de façon optique, disons, par rapport à l'effet de serre que ne l'est une molécule de CO2 une vingtaine de fois. Donc c'est intéressant. Heureusement, il y en a moins. Hein. Il y a à peu près, disons, actuellement 200, 300 fois moins de méthane que de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et il y a une durée de vie relativement courte. Donc si on agit sur le méthane, effectivement, à court terme, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut, disons, ralentir le rythme du réchauffement. Mais à long terme, et c'est un des résultats du rapport du GIEC, ce qui va déterminer, quand on parle de 2 degrés à long terme, ce qui va déterminer le 2 degrés à long terme, ce sont vraiment les quantités de gaz carbonique qui, lui, justement, pourquoi? Parce qu'il reste longtemps dans l'atmosphère et que c'est le premier gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il contribue pour les 3/4 à l'augmentation de l'effet de serre. Donc, quand on regarde à long terme, quand on regarde l'objectif de 2 degrés, les 2 degrés, c'est complètement lié. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer sur le méthane, c'est ce que j'ai dit, au contraire, hein, ça permet de gagner du temps, mais il faut surtout à long terme, enfin, on n'échappera pas à jouer sur le CO2, on n'arrivera pas en dessous de 2 degrés si on ne joue pas sur le CO2. Évidemment, si on ne joue pas sur le méthane non plus, mais disons, il y a cette linéarité entre stabilisation à long terme et quantité cumulée de CO2. Il y avait une autre question juste à côté, je crois que voilà, 2 personnes derrière. Et après, on prendra la question qui est là-bas. Là. Oui, bonjour, Bernard Lemoult, École des Mines à Nantes. Est-ce que vous pourriez revenir, vous avez commencé à le faire, sur la question du temps? Oui. Il semble que les changements climatiques observés aujourd'hui sont liés aux émissions de gaz à effet de serre d'il y a une vingtaine, trentaine d'années, et que, au moins, et que les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des effets dans quelques dizaines d'années. Il me semble important de revenir sur cette question de temps qui n'est pas forcément toujours intégrée dans les cercles décisionnaires. Donc la question de temps, elle est dans ces problèmes d'échelle de temps, elle mérite d'être... Si on parle de température de l'atmosphère, disons l'inertie, c'est-à-dire que si on arrêtait tout de suite d'émettre des gaz à effet de serre, on prendrait quand même 1,5 degré, hein, parce que disons c'est déjà dans le système climatique. Donc il y a une inertie qui est plutôt de l'ordre de 10-20 ans, de quelques décennies. Mais le plus terrible, c'est que vous regardez le niveau de la mer, l'inertie, elle est de quelques siècles. C'est-à-dire ce niveau de la mer qui est si on arrivait à 50 cm à la fin du siècle, même si le climat était stabilisé à la fin du siècle, et c'est pas gagné d'avance, eh bien, là, l'inertie, elle est, disons, l'élévation du niveau de la mer se poursuivrait pendant des siècles et des siècles. Donc l'inertie, elle est bien là. Par exemple, l'inertie pour le gaz carbonique, pratiquement, on ne reviendra jamais à échelle d'une vie humaine. Hein, c'est plutôt aussi des milliers d'années au niveau de, même si on arrêtait les émissions de gaz carbonique, on n'arriverait jamais au niveau pré-industriel. Il faudrait des milliers d'années. Donc effectivement, tout ce problème d'inertie, c'est ça notre difficulté d'ailleurs dans le message. Actuellement, le réchauffement climatique est perceptible et il n'est pas dangereux, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, ce qu'on va faire entre 2015 et 2020, c'est très clair que ça va jouer sur notre capacité à limiter ou non le réchauffement climatique à long terme à 2 degrés. C'est à cause de cette inertie et c'est ça notre difficulté du message, parce que les gens, quand ils pensent réchauffement climatique, ils pensent à aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on vit aujourd'hui n'a rien à voir à ce que les gamins qui sont au cours d'école vivraient à la fin du siècle si rien n'était fait. Hein. Disons 4 à 5 degrés, c'est la différence entre un climat glaciaire d'il y a 20 000 ans et un climat interglaciaire en valeur moyenne. Et cela, nous le ferions subir en moins d'un siècle. Toujours difficile de faire passer le message. La question qui est là-bas. Oui, allez-y, madame. Bonjour. Émilie Mauroy, du Conseil général de l'Allier. Moi, j'avais une question, plutôt une remarque. Monsieur Juppé a introduit en parlant de croissance. Et quand on voit toutes les émissions qui ont été faites au cours du siècle, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de posture? Parce que pour moi, croissance et sobriété heureuse, c'est antinomique et c'est impossible à concilier. Donc, est-ce qu'il ne serait vraiment pas temps de changer de posture ou, en essayant d'arrêter de trouver absolument des moyens technologiques pour garder cette croissance infinie? Et puis ma deuxième question, c'était est-ce que l'impact du non-labour en agriculture a été quantifié au niveau des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que ça entraînerait que si toute l'agriculture du monde passait en non-labour, qu'est-ce que ça engendrerait? Oui, donc la première question, la question de croissance. Donc il y a 2 choses, effectivement. Donc, par exemple, si vous êtes en France, ça choque beaucoup les gens.
de voir qu'un des objectifs de la transition énergétique, c'est de diviser par 2 notre consommation d'énergie à horizon 2050. Alors les gens sont horrifiés quand ils lisent ça. Il y en a certainement dans cette salle qui pensent que ce n'est pas possible. Mais c'est la seule façon de le faire. C'est très clair que si on veut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, il faut effectivement faire de l'efficacité énergétique. Et ça ne veut pas du tout dire, disons, et ça sans vraiment, disons, ça ne veut pas dire ne pas rester dans une dynamique de croissance. C'est une autre croissance. Alors en termes de croissance, disons que par exemple, le rapport du GIEC nous dit que c'est techniquement possible de passer du scénario émetteur au scénario sobre. Donc c'est techniquement possible d'aller vers un scénario sobre. Je le redis, si on oriente de façon efficace les investissements. Et c'est pratiquement sans perte de produits disons, c'est une perte un an tous les 30 ans du PIB. Donc c'est ça sans tenir compte des bénéfices. Alors disons, moi je suis assez partagé, mais je pense qu'il n'y a pas que dans le problème de la croissance, c'est pas que le problème du réchauffement climatique. Il y a toutes les autres ressources et disons, qui doivent être préservées. Il n'y a pas que le climat, mais par exemple, je lisais récemment que les éoliennes, on risquait de tomber sur un os parce qu'il n'y aurait pas assez d'acier à horizon 2040 si on voulait développer beaucoup d'éoliennes. Donc dans tous les domaines, il faut réfléchir à ce que l'on fait, à ce que l'on utilise autour de nous, et ça je partage. Mais je ne voudrais pas quand même associer lutte contre le réchauffement climatique à décroissance. J'ai du mal à le faire parce que je pense qu'on peut, c'est simplement... par exemple, dans le cas de l'énergie, évidemment, on peut parler de décroissance si on utilise 2 fois moins d'énergie, mais c'est aussi, je dirais, c'est ce vers quoi il faut aller, c'est clair. Mais il y a aussi le rapport de Nicolas Stern sur Prospérité sans croissance qui fait un petit peu le point. Il y avait une deuxième question sur la question des labours, je crois. Ah oui, sur les labours. Je ne suis pas très bon. Oui, je ne pense pas que ça ait été quantifié à l'échelle mondiale. Pour répondre à votre question, le problème du labour, c'est que vous gardez plus facilement dans le sol, évidemment, disons, le carbone qui est. Ça, je ne peux pas vous dire un chiffre global. J'ai essayé de regarder. Si vous trouverez envoyez-moi la question. J'essaierai d'y répondre, mais il faut que je regarde. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, il y en a une ici, une là. J'oublie personne. Je suis désolée, je ne vois pas très bien. Ouais, non, c'est bon. On va prendre ces 2 dernières et après, on passera sur la table ronde suivante. Allez-y. Bonjour. Xavier Delaporte, je représente le Club Climat Énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dans votre dernier slide, vous avez montré les réserves primaires et secondaires en termes de fossiles, d'énergie fossile, de pétrole, de gaz. On voit qu'il y a un grand nombre d'années encore de réserves, qui du coup produit un impact économique sur la baisse des prix des énergies fossiles. Et quelles seraient donc pour vous les conséquences par rapport à un prix du pétrole qui est relativement faible, qui continue à baisser, et encore pendant quelques années? Je suis sûr que Patrice Geffron va raconter tout ça dans 5 minutes. Effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Disons que, je ne sais pas si vous avez regardé ce tableau, mais depuis l'exploitation des non conventionnels, les réserves ont doublé. C'est le tableau qui vient directement du rapport du GIEC. Alors, vous trouverez des tableaux différents, ça se discute à peu près, ça peut être un peu différent. Mais en gros, l'avènement on est dans une situation complètement opposée à celle que l'on espérait, nous, climatologues, il y a 20 ans. C'est-à-dire que naturellement, l'épuisement des fossiles aiderait à l'augmentation de leur coût et donc conduirait à un développement plus sobre en carbone. Actuellement, c'est le contraire. Effectivement, à moins de donner un coût au carbone est relativement important, ce qui est tout à fait souhaitable. On ne peut pas espérer du simple, en tout cas, épuisement des ressources. On voit bien, puisqu'on dit de laisser 80% dans le sol, une quelconque aide dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça a fondamentalement changé par rapport à ce que nous pensions il y a 10-15 ans. Il y a une question ici. Monsieur, allez-y. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je me présente, Didier Bikoff, je suis élu communautaire sur la région de Dunkerque et surtout en charge du plan air, climat, énergie territoriale. La question que je pose, effectivement, compte tenu des défis qui sont les nôtres, je suis quand même toujours surpris qu'on est encore en train de discuter sur les priorités. Je suis en charge donc de ce plan climat, j'anime un certain nombre d'ateliers et donc je pense qu'au niveau des politiques, il faudrait qu'on intègre la notion d'adaptabilité. Vous nous avez fait comprendre que de toute manière, le changement climatique, ce réchauffement est en cours, il est là.
j'espère qu'il n'est pas irréversible, mais quoi qu'on fasse, de toute manière, les effets sont là. Comment effectivement prendre en compte cette adaptabilité dans tous nos programmes. Donc, au moment de ces premières questions, je pense que si, n'ayons pas la langue de bois, les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Quand je dis prendre leurs responsabilités, quel type de société on veut pour demain, pour nos enfants, on ne doit pas se cacher derrière des raisons économiques et tout ça. Je n'opposerai pas, je dis souvent, l'emploi à l'environnement, puisque tout est lié, mais ayons, je pense, ce courage politiquement de faire des choix. Des choix, bon, vous, en tant qu'expert, vous avez rendu votre copie, ce 5e rapport, alarmant chaque fois, mais on a ce sentiment, même si des choses bougent, qu'on est dans le gouffre là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bouge comment? Donc moi, je partage votre analyse. Ce qu'on peut dire, effectivement, il faut penser à l'adaptation, à des messages qu'on a, et comme vous le savez très bien, puisque vous êtes très impliqué, on a en France un plan d'adaptation, enfin un PNAC, un plan national d'adaptation au changement climatique. Moi-même, je suis intéressé. On a fait un rapport au Conseil économique et social avec quelqu'un qui est bien connu dans votre région, Antoine Bonduel, sur le problème de l'adaptation au réchauffement climatique. Bien sûr, il faut penser à l'adaptation, mais je pense personnellement que la priorité doit rester dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que si on ne fait rien, on a une capacité d'adaptation pour 1-2 degrés, c'est très clair. Il y a d'autres pays qui seront plus touchés, mais si on ne fait rien, disons la deuxième partie de ce siècle et au-delà sera très dur. On aura perdu toute capacité d'adaptation pour les jeunes d'aujourd'hui et pour le siècle prochain, c'est très clair. Donc il faut faire de l'adaptation, penser adaptation, mais surtout penser lutte contre le réchauffement climatique et diminution d'émissions. Voilà, mais autrement, je partage votre analyse. Merci beaucoup. Donc, du courage politique, et je pense que 2015 sera un peu sous cette bannière avec la conférence de l'ONU sur le climat en fin d'année. Merci beaucoup encore, Jean Jouzel. Juste le rapport, c'était Tim Jackson, je crois, Prospérité sans croissance. Je me suis un peu trompée tout à l'heure. Je vais convier les participants et Denis Chessou qui sont sur la table ronde suivante sur les stratégies à développer pour réussir la transition énergétique dans un contexte géopolitique, comme on le sait, un peu tendu. Et si vous voulez retrouver le rapport du GIEC présenté de manière simplifiée avec des graphiques, merci Jean Jouzel, le site climatchange.fr est très bien fait, je vous le signale. Voilà.